Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, poursuit sa visite de travail à Djibouti en visitant notamment les différentes infrastructures nationales et la désolation aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Merci à vous de nous rejoindre. Arrivé hier à Djibouti à la tête d'une importante délégation pour une visite de travail de 48 heures, le président de la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a poursuivi sa visite de travail aujourd'hui. Il s'est rendu ce matin successivement avec sa délégation, comprenant son ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, de l'élevage et de la pêche et bien sûr à la zone franche internationale de Djibouti au PK23, suivi de la visite du grand barrage de Wea. Enfin, il s'est rendu dans le village de Wea, situé dans la région d'Arta. Et le président de Somaliland est accompagné lors de ses différentes visites par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, et le représentant de Djibouti en Somaliland, M. Kawalié. La première étape de la visite du président de la Somaliland et de sa délégation a été la zone franche internationale de Djibouti. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par le responsable du port, M. Aref. Celui-ci donc a expliqué l'importance de ces infrastructures pour renforcer les échanges commerciaux et industriels avec Djibouti. L'inauguration donc de la zone franche et internationale, qui est l'une des plus grandes en Afrique, permet à notre pays d'affirmer son rôle de porte d'entrée vers l'Éthiopie, les pays de la sous-région et aussi du COMESA. Grâce à cette importante infrastructure commerciale et industrielle, ainsi que d'autres infrastructures portuaires, Djibouti ambitionne de devenir un hub logistique régional à l'avenir. Également dans l'actualité, après l'inauguration du Fab Lab, c'était au tour du e-Lab ce matin au centre de leadership et de l'entrepreneuriat connu sous le clé, qui a célébré donc cet événement en grande pompe. Signe de l'importance de cet événement, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, et des officiels diplomatiques donc, sont venus pour marquer l'importance donc, de cette rencontre. Il y avait aussi des passionnés, des férus de la robotique et donc de l'électronique et de tout ce qui a rapport à l'innovation. L'objectif donc du e-Lab est d'encourager mais aussi de soutenir soutenir le développement de l'entrepreneuriat. Le e-Lab se veut être la synthèse donc, de la technologie à la pointe du progrès et de l'innovation. Cette visite guidée s'est tenue dans les 3 différents bâtiments de l'Arche, une journée placée de premier contact pour les jeunes aussi, des matériels conçus pour pour la collaboration et le développement de projets entrepreneuriaux qui traduisent l'ambition du clé, qui est celui du localement devenir le centre incontournable en matière d'entrepreneuriat. Il est à noter que le centre de l'entrepreneuriat répond également à une véritable volonté donc, du gouvernement qui est d'institutionnaliser l'entrepreneuriat afin d'en faire un facteur de la croissance économique. Et la directrice du centre, Mme Ouba Hamalo, a dans ses mots rappelé que la créativité et l'intelligence, qui est entre autres de s'amuser, une manière de dire que l'intelligence des jeunes sera dans l'écosystème idéal pour eux. Plus loin, elle a rappelé que le Fab Lab et e-Lab étaient en phase pour former une véritable pépinière de jeunes dynamiques et pleins de créativité. Nous l'écoutons pour plus de précision. C'est assez spécial. Le Fab Lab a été inauguré il y a quelques mois, mais on lance aujourd'hui le iLab, qui est le lancement officiel des activités du Fab Lab, le laboratoire de fabrication en fait. Donc pourquoi on a dit iLab? C'est quelque part une plateforme où on innove. On intègre ce qu'on a innové dans nos vies et puis après il y a un impact. Donc c'est pour ça qu'on a ce slogan Innovate, Integrate, Impact. Donc on a développé en fait ces derniers mois tout le programme qui va être enseigné, les formations qui vont être données par rapport aux différents outils, machines, que ce soit dans la machinerie, que ce soit dans le prototypage. On a aussi des stations d'électronique, c'est pour la conception des cartes électroniques pour différents matériaux, enfin différents dispositifs que les jeunes ingénieurs peuvent développer. Il y a aussi toute la partie robotique. Donc on a complètement des formations sur la robotique et aussi
la réalité virtuelle. C'est une très bonne question parce que la plupart des gens qui voient le Fab Lab, ils se disent mais c'est assez futuristique. En quoi c'est en phase avec la communauté djiboutienne, avec le développement à Djibouti. Ce qu'il faut savoir en Afrique, il y a toujours ce qu'on appelle le leapfrogging. C'est-à-dire toutes les autres sociétés passent par des étapes pour arriver à l'étape dans laquelle on est. Mais l'Afrique est toujours ce continent qui arrive à un moment où tout est fait et qu'on intègre ça. Également dans l'actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec l'Université de Tokyo, a tenu ce matin une réunion qui fait suite donc au projet sur les méthodes innovantes, durables et sur l'utilisation optimale des sources d'eau existant à Djibouti dans l'agropastoralisme. Ce projet de grande envergure augmente les activités dans de nombreux domaines et qui assure la sécurité alimentaire. La République de Djibouti a de nombreuses années de relations bilatérales et d'intérêts communs avec le pays du soleil levant. Le Japon qui par ailleurs finance ce projet et les ingénieurs dans ce domaine sont formés également au Japon. Cela démontre que Djibouti et le Japon entretiennent une bonne relation et une bonne coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, du représentant de la JICA à Djibouti, des chercheurs et des étudiants côté djiboutien et japonais. Pour ce qui est de la recherche menée par les chercheurs de l'Université d'agriculture de Tokyo, remonte au début des années 80, il y a plus d'un quart de siècle. Mais je trouve que ce projet de recherche conjointe a des aspects inédits. Je souhaite que ce projet ouvre une nouvelle page dans l'histoire de notre collaboration. Et de son côté, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, a dans son intervention remercié le Japon à travers donc son ambassadeur à Djibouti pour l'appui technique et financier du peuple japonais. On l'écoute. Projet d'envergure qui, nous l'espérons, permettra avec les résultats que nous aurons, le développement ou l'amélioration des méthodes liées à l'agropastoralisme. La sécurité alimentaire est quelque chose de très important pour notre pays et c'est aussi un projet phare pour l'Université de Djibouti qui, ce projet fait partie des grands projets de recherche pour l'Université de Djibouti. Et c'est aussi une expérience pour nous de travailler avec des collègues japonais sur un projet de telle envergure. Donc encore une fois, je tenais vraiment à remercier les collègues japonais pour leur venue à l'Université de Djibouti, pour leur appui dans ce projet d'envergure et bien entendu la coopération japonaise qui est là et qui a financé ce projet. Encore une fois, merci beaucoup. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a encore une fois remercié donc, le gouvernement et le peuple japonais pour cet appui de grande envergure. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord vous dire que je me réjouis du lancement de ce partenariat entre l'Université d'agriculture de Tokyo et l'Université de Djibouti. Ce projet couvre beaucoup de domaines d'intérêt. Il va bien sûr des aspects écologiques, pédologiques, mais également de la sélection de semences adaptées. Mais également, il s'insère dans un projet beaucoup plus large que nous avons en tête et que nous démarrons. Ce projet s'intitule « La mise en place d'un observatoire est-africain pour les changements climatiques ». Et dans cet observatoire, nous souhaitons vraiment à ce qu'il y ait une collaboration de tous les chercheurs d'Afrique de l'Est pour répondre à la problématique changement climatique, et dans tous les secteurs. Et un des secteurs prioritaires, bien sûr, est ce secteur de recherche que nous allons développer ensemble. Et j'appelle, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, vivement à ce que les experts, les professeurs, les étudiants japonais puissent être partie prenante de ce projet, qui est important non seulement pour Djibouti, mais également pour l'Afrique de l'Est, pour la stabilité et la paix, parce que les problèmes aujourd'hui de sécheresse posent des problèmes, bien sûr, d'accès à l'eau et accès à l'alimentation. Et je pense que les travaux de cet observatoire, avec votre partenariat, pourra permettre
dans un premier temps, à la région IGAD de se projeter dans la collecte de données, la synthèse, mais également la prévention de conflits à travers des projets de gestion de l'eau, des gestions des terres agricoles et des gestions des terres pastorales. Et je voudrais réitérer mes remerciements au Japon, à son ambassadeur, à la JICA, ici présente, et qui ne ménage jamais ses efforts pour nous aider dans la recherche. Un des projets phares étant déjà la mise en place d'une centrale solaire au niveau du CERD. Et je voudrais donc dire aux professeurs qui sont là de se sentir chez eux et de pouvoir avancer main dans la main avec nous dans la connaissance pour un avenir meilleur et durable. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Ahmed Abdel Sobhi. L'audience s'est déroulée au cabinet du ministre. L'ambassadeur égyptien, qui est arrivé au terme de son accréditation en République de Djibouti, venait faire ses adieux au ministre de l'Équipement et des Transports. L'ambassadeur Sobhi n'a pas manqué, lors de l'entrevue, de rappeler l'excellence des relations et de la bonne coopération entre Djibouti et l'Égypte. Et pour sa part, le ministre a remercié l'ambassadeur qui n'a jamais ménagé ses efforts dans le renforcement des relations et coopération entre les deux pays, et ce à tous les niveaux. Et concernant la rentrée scolaire 2019-2020 dans la région de Dikil, à l'instar de tout le pays, après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement de base et des moyens, ceux de l'enseignement secondaire ont regagné les bancs des classes le lendemain, c'est-à-dire le 3 septembre. La délégation conduite par le préfet de Dikil, Mohamed Chero, est composée notamment du préfet adjoint Fouad Obakar et du président du conseil régional Abdelrahman Younis, du chef du bureau d'éducation, ainsi que des parents d'élèves, a effectué une tournée habituelle dans les établissements du chef lieu de la région, donc afin de constater le bon déroulement de la rentrée scolaire. En cette nouvelle année scolaire, le lycée de l'enseignement général de Dikil accueille environ 1000 élèves, tandis que le lycée d'enseignement technique et professionnel 400 élèves. Qu'elle soit fondamentale ou secondaire, les MENFOP a décentralisé également le lycée, parce qu'à Dikil, dans la région de Dikil, nous avons 5 lycées, 4 lycées d'enseignement général et 1 lycée technique. Cela prouve que la place qu'occupe l'éducation, la priorité qui a été donnée au niveau de l'éducation, au niveau du gouvernement et à sa tête le président de la République. Donc nous remercions bien sûr le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui œuvre toujours pour la qualité de l'enseignement dispensé, et beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce domaine. Et à l'instar de la capitale et également des autres régions, les quelques 4392 élèves des écoles primaires et secondaires du Moyen ont repris le chemin de l'école dans la région de Tadjoura le 2 septembre dernier. À cette occasion, une importante délégation conduite par le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta et sa suite composée de l'inspecteur régional, chef de service, du représentant du conseil régional, et également conseiller pédagogique d'EPS, du responsable de la CNSS et de l'équipe d'encadrement des notables, a effectué une tournée dans les écoles du chef-lieu et de quelques écoles rurales pour constater les conditions dans lesquelles sont accueillis les élèves pour cette nouvelle année scolaire. Cette rentrée scolaire qui s'est déroulée dans de bonnes conditions et caractérisée cette année par la création de l'école de Dougoum, promise par le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud lors de sa tournée l'année dernière dans la région de Tadjoura, et de l'extension de l'école de Malahoua. Afin de mieux préparer l'année scolaire 2019-2020, les enseignants ont bénéficié de formations et des stages préliminaires. Et toujours en nouvelle nationale, l'Agence de coopération et de coordination de Turquie, l'ATICA, a remis hier à l'Agence nationale pour les personnes handicapées, la NPH, un don composé de 200 fauteuils roulants pour 200 personnes handicapées. Un geste de solidarité qui témoigne des liens d'amitié unissant la République de Djibouti et la République de Turquie. Placée sous l'égide du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, la cérémonie de remise officielle de ce don s'est déroulée au siège de l'Agence nationale des personnes handicapées en présence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti,
Djibouti, Salim Sahinka, et du directeur général de la TICA, Mehmet Taha Dogan, et du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, Gele Idriss Omar, composé de 3 types de modèles. C'est important donc destiné à soutenir les activités des personnes handicapées afin qu'ils puissent se déplacer tranquillement. Créé en mai 2015 par le président turc Recep Erdogan, l'agence TICA s'est illustrée dans l'aide aux pays arabes et musulmans. Ce don est le premier du genre en faveur de personnes handicapées vivant à Djibouti. Lors de cette cérémonie, le directeur de l'agence, Mehmet Taha Dogan, a précisé que s'il est le premier du genre, il ne sera pas non plus le dernier, mais ouvrira la voie à une série de dons similaires. Et beaucoup de projets que nous menons avec nos partenaires dans le volet de développement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour officiellement la cérémonie d'un projet de coopération avec l'Agence nationale des personnes handicapées et pour montrer et donner notre soutien dans le but d'améliorer les conditions de nos chers frères et sœurs et leur encourager à ne pas baisser les bras. Et pour cela, je remercie énormément toute l'équipe de l'agence nationale. Et ils nous ont beaucoup aidés dans la coopération et à la réalisation de ce projet. Et l'ambassadeur de la République de Turquie s'est également dit satisfait de la bonne coopération existante entre Djibouti et la Turquie. Et le directeur des relations bilatérales, Gele Idriss Omar, a remercié le diplomate turc et le directeur de l'agence TICA au nom du ministre des Affaires étrangères pour l'octroi de ce 200 fauteuils roulants pour les 200 personnes handicapées. Un geste fort louable à souligner. Nous les écoutons. Nous, en tant que la Turquie, nous attachons beaucoup d'importance au soutien, n'est-ce pas, à l'aide humanitaire en faveur des handicapés, parce que en tant que Turquie, nous souffrons aussi de ce problème d'handicapés. Et chez nous aussi, nous essayons de résoudre par différents moyens les problèmes des handicapés. C'est un problème humanitaire international, et donc dans tous les pays, ce problème existe. Et donc, je précise que la Turquie, avec ses associations, et en premier lieu avec l'Agence turque de coopération, nous serons toujours à côté de nos amis et frères de Djibouti, en particulier avec nos amis et frères handicapés. Nous ne pouvons jamais assez vous remercier pour ce que vous faites à la population djiboutienne en général et aux personnes handicapées en particulier. Ce remerciement vient du fond du cœur de la population et de la société djiboutienne et de son gouvernement. Et nous souhaitons aller au-delà de ce premier geste et que vous allez continuer, comme vous l'avez toujours fait, à aider, en particulier cette agence qui vient de voir le jour l'année dernière, en 2018, sur instruction du chef de l'État, qui tient à cœur la question des handicapés et qui fait de tout son mieux pour que ces gens-là ressemblent à ceux qui n'ont pas d'handicap, qui ne se sentent pas délaissés ou écartés. Et le directeur de l'agence pour les personnes handicapées n'a pas manqué de son côté de remercier la TICA, l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti. Le directeur de Halle a précisé que c'est la première fois que la TICA octroie un don d'une telle ampleur à l'ANPH, ce qui constitue une marque de reconnaissance pour son agence. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale. Le match aller de qualification pour la phase finale de la Coupe de Djibouti 2022 au Qatar opposera aujourd'hui au stade Gouled la sélection djiboutienne à celle d'Eswatini, Afrique australe. Le coup d'envoi sera donné à 18h30, heure locale, en direct sur la télévision nationale. Les requins djiboutiens et leurs adversaires se sont entraînés au stade Gouled sous la supervision de leurs encadreurs respectifs. Les Djiboutiens qui viendront donc massivement soutenir leur équipe s'attendent à ce que les requins reproduisent les mêmes performances qu'ils ont montrées lors des derniers matchs disputés contre les adversaires les plus coriaces au stade Gouled il y a 2 mois de cela. Rappelons également qu'un match donc comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022 opposera demain la Somalie au Zimbabwe.
Et il est l'heure à présent de retrouver la... Voilà, donc c'était l'appel, la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre édition. En nouvelle du monde à présent, des scènes de désolation ont été enregistrées après le passage de l'ouragan Dorian. Regardez, c'est un commentaire de Fardous Hussein. L'ouragan Dorian n'aura laissé que des paysages de désolation. Au moins 7 personnes ont été tuées. Un bilan qui risque de s'aggraver selon les autorités. Plus de 60 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire. 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans les îles d'El Bakos et du Grand Bahama. La Croix-Rouge est en charge d'une partie des opérations. Les disparus se comptent au moins par centaines. La nuit dernière, sur un réseau social, le journal Our News Bahamas a invité tous ceux qui le pourraient à donner donc le nom des personnes portées disparues et récolter donc ainsi 1600 réponses en quelques heures. Et concernant le Brexit, Bojo promet des élections en cas de nouvelle défaite au Parlement. De force pour le Parlement et le Premier ministre britannique après avoir repris le contrôle de l'agenda parlementaire la nuit dernière. Les députés britanniques doivent présenter un texte contraignant. Le Premier ministre a demandé à l'Union européenne un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020 au cas où aucun accord de retrait ne serait conclu avec Bruxelles dans les prochaines semaines. Si ce texte passe, Boris Johnson les a avertis. Si la loi est adoptée, Boris Johnson voudra donc convoquer des élections anticipées, mais pour l'heure, il lui faut 2/3 des voix de la Chambre. Il devra donc obtenir le soutien des travaillistes et ce ne sera pas si simple. Et en Italie, un accord a été trouvé. Les militants du mouvement 5 étoiles disent oui à la coalition avec le Parti démocrate. Italie, 79%, c'est le résultat du vote en faveur de la nouvelle coalition des militants du mouvement 5 étoiles. Via leur plateforme de consultation Rousseau, une très large majorité des membres du parti anti-système ont donc validé le choix d'un gouvernement avec le Parti démocrate emmené par le Premier ministre Giuseppe Conte. Quoi qu'il en soit, le parti de Di Mario est aujourd'hui allié avec le Parti démocrate, une alliance indispensable il y a encore quelques mois, mais qui permet au pays qui sort une nouvelle fois de la crise politique d'éviter ainsi de nouvelles élections anticipées. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.